Donc, le modèle ARDL, donc, comme le nom l'indique, donc c'est la terminologie anglaise, autoregressive distributed lag. Donc, c'est une famille de modèles autorégressifs à l'état échelonné, donc qui est très proche de la famille des modèles vectoriels autorégressifs et des modèles vectoriels à correction d'erreurs. Donc, la particularité des modèles ARDL, c'est que non seulement lorsque les conditions des modèles à correction d'erreurs, lorsque les variables sont, les modèles ARDL peuvent être utilisés lorsque les variables sont intégrées d'ordre 0 et 1. Donc, lorsqu'on a à la fois des variables stationnaires et des variables intégrées d'ordre 1. La dernière fois, on a vu que les modèles VAR pouvaient s'estimer dans le cas où toutes les variables étaient stationnaires et que lorsque les variables étaient intégrées d'ordre 1, on pouvait estimer un modèle un VAR à un niveau lorsque les variables n'étaient pas co-intégrées. Autrement dit, lorsqu'il n'existait pas une relation de long terme entre les variables. Mais on pouvait également utiliser les modèles à correction d'erreurs dans le cas où les variables étaient co-intégrées. Donc, autrement dit, lorsqu'il y a existant une relation de long terme entre les variables, donc il est suffisant de pouvoir avoir la relation de long terme et la relation de court terme en même temps. Le modèle ARDL, donc leur particularité, comme je l'ai dit, c'est que les variables doivent être intégrées d'ordre 0 et 1, mais en plus de cela, on peut également estimer les modèles ARDL lorsque toutes les variables sont intégrées d'ordre 1. Donc, c'est-à-dire que les modèles ARDL sont également applicables dans le cas où on peut appliquer les modèles à correction d'erreurs ou alors les VAR à niveau. Donc, dans ces cas, on peut également appliquer les modèles ARDL. La spécification des modèles ARDL n'est pas très différente de celle qu'on a déjà vu, que ce soit pour les modèles VAR et les modèles à correction d'erreurs. Donc, j'ai là un document d'économétrie de Jonas Ibala Kuma. Donc c'est un célèbre économètre congolais qui a beaucoup publié des articles sur la pratique économétrique sous eViews. Donc, dans la spécification d'un modèle ARDL, donc l'équation que j'ai sélectionnée là, donc c'est la spécification classique. Donc, on a une variable explicative y et une famille de variables, une variable dépendante autant pour moi y et des variables explicatives. Bon, je prends le cas SEM où on a une variable à expliquer y et une variable explicative x. Donc, dans la spécification ARDL, on écrit la variable à expliquer comme somme des valeurs comme une combinaison linéaire des variables retardées, des valeurs retardées de la variable explicative jusqu'à l'ordre P, et une somme une combinaison linéaire des valeurs retardées de variables explicatives jusqu'à l'ordre Q. Donc, vous voyez que la spécification n'est pas très différente des spécifications du modèle VAR. Bon, la seule différence, c'est que l'on a une seule équation dans laquelle on estime la variable explicative en fonction des valeurs retardées de la variable explicative et des valeurs retardées de la variable explicative. Si on prend le cas de la variable explicative. Je ne sais pas si je peux vous stopper un peu. Là, M. Hippolyte, vous êtes rentré directement dans le but du succès, n'est-ce pas? Wow, c'est le temps qui est prêt. Sinon, si vous revenez un peu au niveau du panel, c'est-à-dire au moins un rappel de 5 minutes comme ça, voilà, sur les grandes lignes, ça allait me faire plaisir. Hein. Non, panel, on va y revenir de fond en comble, en traitant une base de données en données de panel, en montrant comment est-ce qu'on fait les estimations, comment est-ce qu'on interprète, comment est-ce qu'on choisit le bon modèle. Et la modélisation ARDL peut s'appliquer à différents domaines. C'est pas seulement en macroéconomie comme c'est le cas la plupart des temps où vous pouvez expliquer les fluctuations du PIB. Donc,
ou de taux de croissance. On avait pris deux variables indigènes qui étaient les investissements du secteur privé et puis les investissements publics. Donc, c'est une modélisation qui peut aussi s'appliquer aux variables, qu'elles soient du domaine agricole, météorologique et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, du moment où les variables sont intégrées d'ordre différent, d'ordre 0 et 1 notamment, ou alors tout intégré d'ordre 1, on peut appliquer le modèle ARPL dans la modélisation. Et comme dans le cas des modèles VAR et autres, on peut faire des tests de co-intégration, mais sauf que l'approche est différente des tests de co-intégration lorsqu'on a dans le cadre des modèles VAR, des modèles vectoriels à correction d'erreurs. Donc on peut faire des tests de co-intégration, mais ce test de co-intégration est appelé test de co-intégration au bornes. Donc c'est l'approche de Tuba Yamamoto, donc qui permet de tester la co-intégration. On peut également déterminer le nombre de retards optimal pour chacune des variables, que ce soit la variable explicative à expliquer ou les variables explicatives. Donc, on peut également faire tous les autres tests qu'on a eu à faire dans les tests sur les modèles vectoriels à correction d'erreurs. Donc, à ce sujet, on va garder la même base de données pour voir. Donc, vous avez vu la spécification. La spécification n'est pas très différente des autres spécifications de la grande famille des modèles VAR. Donc, on a notre variable explicative qu'on va exprimer en fonction de ses valeurs retardées. Donc, notre variable va expliquer autant qu'on va exprimer en fonction de ses valeurs retardées et les valeurs retardées des autres variables explicatives. Donc, l'estimation d'un modèle ARDL répond à une spécification différente. Donc, on peut aller dans Quick. Donc, la dernière fois, pour estimer les modèles vectoriels, la correction d'erreur ou vectoriel auto-guessing, on allait dans Estimate VAR. Mais cette fois-ci, on va rester dans Estimate Equation, donc l'avant-dernière option. Donc, on va cliquer dessus. Donc, ici, il faut spécifier les variables. Mais avant de spécifier les variables, là, il faut choisir dans l'onglet méthode. Donc, vous voyez qu'au niveau de l'onglet méthode, la méthode par défaut, c'est least square. Donc, la méthode est moins carrée. Donc ici, on va sélectionner la méthode ARPL, qui est l'avant-dernière option, l'avant-dernière méthode parmi la liste des méthodes d'estimation ARPL, to Regressive Distributed Lab. Donc lorsqu'on sélectionne, il y a cette boîte de dialogue qui va s'ouvrir, donc qui est différente de celle estimée pour le moins carré ordinaire. Donc ici, plus il faut spécifier dans l'espace réservé le modèle. Donc, je vais par exemple prendre, donc je viens faire les tests de racine unitaire puisqu'on l'a déjà fait et tout le monde peut le faire et interpréter également. Donc, je vais dans un premier temps prendre par exemple ma variable, donc je vais prendre le logarithme du PIB, donc les raisons que vous connaissez. Ok. Donc, comme variable explicative, donc je vais avoir la formation du capital fixe du secteur privé, donc avec secteur GFCF secteur privé. Je vais également sélectionner GGI. Donc, c'est juste un cas d'école, hein. C'est pas pour dire qu'à chaque fois que vous allez modéliser le PIB, vous allez utiliser ces deux variables. En fonction de votre étude, des objectifs de votre étude et de votre revue de littérature, vous allez pouvoir sélectionner les variables qui vont pouvoir être utiles à votre étude. Donc les investissements publics en pourcentage du PIB. Donc, j'ai sélectionné variable dépendante suivi des variables explicatives. Donc, vous voyez que là, au niveau de Automatic Selection, il vous demande de sélectionner le nombre de retards maximal pour la variable dépendante.
et le nombre de régresseurs, nombre de retards maximal pour le nombre de régresseurs. Donc, par défaut, Ivio choisit 4 retards. Donc, à titre de rappel, lorsque vous avez sélectionné le nombre de retards, Ivio va aller parmi ces entre 0 et 1, sélectionner le nombre de retards optimal en fonction du critère que vous aurez choisi. Donc, le critère, pour pouvoir choisir le critère d'optimisation, venez ici. Donc, le nombre de retards optimal, donc, lorsque vous venez ici dans Options, donc vous avez la possibilité ici de choisir le critère de sélection qui vous intéresse. Donc, il y a le AKT, le choix, Standard Point, Adjusted R Square, donc le R carré ajusté. Donc, vous laissez l'option AKT Commission Criterion par défaut, qui est la valeur par défaut. En fait, c'est un critère d'information parmi tant d'autres qui permet de trouver le nombre de retards optimal. Lorsqu'on choisit 4, là, ça ne veut pas dire que forcément à la fin on aura des modèles ARDL avec 4 retards. C'est que entre maximal et maximal pour les régresseurs. Donc, au niveau d'option, on peut choisir le critère qui va permettre de déterminer le modèle optimal, comme ce qu'on appelle le cas des modèles vectoriels autorégressifs. C'est que là-bas, on fait un test pour déterminer le nombre de retards optimal, alors qu'ici, on choisit juste un nombre de retards optimal et lorsqu'on clique sur on a les résultats. Donc, vous voyez que finalement, lorsque on a l'estimation, il nous précise que notre modèle ARDL finalement retenu, c'est le modèle ARDL 211. Donc 211, ça signifie que quoi? Ça signifie que dans la variable explicative, qui est le bloc PIB, donc on a inséré les retards d'ordre 1 et 2, alors que dans les variables explicatives, qui sont la formation de capital fixe du secteur privé et celui du secteur public, on a juste inséré les retards d'ordre 1 dans ces variables-là. Donc, on a notre modèle ARDL qui est estimé. Donc, on peut voir que la valeur retardée d'ordre 1 du PIB a un effet significatif et positif sur le PIB. Donc, on voit à travers la petite value qui est là et qui est inférieure à 5%. On a également que la valeur du PIB d'ordre 2 n'a pas d'effet sur le PIB. Donc, par contre, la valeur, les investissements du secteur privé n'ont pas d'impact, que ce soit en niveau où la valeur, ou même sa valeur est retardée. Donc, pareil pour les dépenses du secteur public, les dépenses publiques. Donc, on voit par exemple que, bon, cette relation-ci, c'est une relation de court terme. Donc, au-delà de cette relation, on peut également faire les tests de co-intégration, mais ce sera des tests de co-intégration au bornes qui permettra de savoir s'il y a une relation de long terme, pouvoir estimer la forme en correction d'erreur de ce modèle ARDL. Donc, pour pouvoir regarder faire le test de co-intégration pour le modèle ARDL, donc l'approche. J'ai une question d'abord ici, monsieur. Oui. C'est pas pour ne pas encore sortir là. Ok. Maintenant, nous, le plus souvent, au fait, ou bien disons moi, j'avais posé la question là me revient toujours, quoi, parce que ça jusqu'à présent je n'arrive pas à m'en sortir. Vous prenez le plus souvent log de la variable indépendante pour pouvoir intégrer. Maintenant, nous, on n'avait pas l'habitude d'utiliser la fonction logarithme népérien de la variable dépendante. Je sais pas, et quand tu fais comme ça directement, même en co-intégration, ou bien tu passes par la var, tu vas voir que les résultats seront un peu différents, au fait. Les résultats seront différents. Maintenant, je ne sais pas quelle est la différence exacte entre les deux. Pour quand est-ce qu'on utilise le log et quand est-ce qu'on n'utilise pas. Et
ici encore, ça c'est une question d'avant. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'en sortir. Après encore, ici, au niveau du texte d'ARDR, on voit log de l'autre là, du PIB -1, log du PIB -2. Maintenant, le PIB -1 et le PIB -2, là, comment on appelle ça, quoi? Parce que ici, on voit que seulement c'est au niveau du PIB -1 où il y a la significativité. Mais au fait, au niveau des autres variables là, que nous avions prédéfinies à l'avant, il n'y a pas de significativité, au fait. C'est les deux questions que je voulais vous poser. Si vous pouvez m'aider. Bon, déjà, par rapport au logarithme, bon, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé de cette notion de logarithme. En général, le logarithme doit faciliter l'interprétation des coefficients qu'on doit estimer. Finalement, tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai déjà envoyé le document sur l'interprétation des coefficients. Mais bon, je vais peut-être vous l'envoyer tout à l'heure pour que vous essayiez de le parcourir et de voir les différentes particularités. Mais l'application du logarithme peut dépendre de l'interprétation qu'on veut donner aux coefficients. Et l'application également du logarithme peut intervenir à plusieurs niveaux. Dans les cas, c'est dans un souci de pouvoir bien interpréter les coefficients. C'est dans un souci d'interprétation, de donner une interprétation cohérente aux coefficients qu'on va obtenir. Comme par exemple ici, donc ça c'est ce qu'on appelle les modèles log-niveau. Donc on a une variable explicative qui est dépendante, qui est loguée, et puis les variables explicatives sont au niveau. Donc, étant donné que, par exemple ici, les variables explicatives, les investissements sont en pourcentage du PIB, par exemple, le coefficient qui est là va s'interpréter en termes de variation en pourcentage du PIB lorsque les variables explicatives vont varier d'une unité. Donc, vous voyez un peu, si on faisait une transition, laisser les variables à variables, on n'est pas obligé de faire des transformations. Donc, peut-être on aurait pu voir qu'il y a un effet, on aurait pu voir l'effet à travers la significativité, mais peut-être au niveau de l'interprétation, on aurait eu du mal à bien interpréter, parce que si on n'avait pas, par exemple, appliqué le logarithme au PIB, on aurait, par exemple, le coefficient qu'on aurait trouvé ici, ça aurait été peut-être un coefficient peut-être de, je sais pas, 1 million ou peut-être de dollars. Donc, ce qu'on aurait eu comme interprétation, c'est que lorsque la formation du capital du secteur privé varie d'une unité, c'est-à-dire d'1%, puisque c'est un pourcentage du PIB, PIB varie augmente ou diminue selon le signe de ceci. Donc, si on dit que le PIB, si la formation, les investissements privés augmentent d'1%, alors de 1000 milliards par exemple, bon, c'est un chiffre, certes, mais bon, ça n'a pas trop de signification. Par contre, lorsqu'on applique le logarithme au PIB, on dirait par exemple que lorsque le PIB, les investissements publics augmentent d'une unité, donc de 1%, le PIB augmenterait de 0,06%. Donc là maintenant, ça a une interprétation économique qui est intéressante et qui peut être comprise de tous. Ça veut dire que si on arrive à augmenter les investissements du secteur privé d'1%, le PIB, on pourrait augmenter le PIB de tel nombre de pourcentages. Ça se comprend facilement. Que lorsqu'on parle d'un chiffre dont on ne connaît pas sa position, peut-être par rapport à la production globale, c'est juste un chiffre comme ça, mais on ne peut pas vraiment. Transformation logarithmique peut intervenir, c'est de pouvoir corriger certaines anomalies au niveau des hypothèses a posteriori. Donc,
les modèles économétriques sont basés sur un certain nombre d'hypothèses, notamment la normalité des résidus, l'homocédacité, la non-autocorrélation des erreurs. Il arrive parfois que ces hypothèses a posteriori qu'il faut vérifier soient violées et que, par exemple, les transformations comme les transformations logarithmiques permettent de corriger. Parce que pour la normalité, par exemple, il n'existe pas une méthode standard pour pouvoir corriger la normalité des résidus. Mais il arrive parfois qu'en faisant des transformations logarithmiques, ces hypothèses a posteriori là sont vérifiées. Voilà. Ça fait que voilà, on a une modélisation qu'on peut interpréter sans risque de se tromper au niveau de la réalité. Donc aussi, lorsqu'on applique le logarithme à certaines variables, ça peut contribuer à diminuer par exemple l'ordre d'intégration. Parce qu'il y a des situations, par exemple, le PIB est intégré d'ordre peut-être 2, donc, et on aimerait par exemple le ramener peut-être à l'ordre 1 pour pouvoir utiliser une méthode standard qu'on maîtrise le mieux. Donc l'application du logarithme peut permettre de diluer la variable, de diluer l'ordre d'intégration de la variable. Donc moi personnellement j'ai rencontré des cas où le PIB est intégré d'ordre 2 alors que son logarithme est intégré d'ordre 1. Donc lorsqu'on le fait par exemple, ça permet d'utiliser un modèle avec par exemple qui est facile à interpréter ou qui est facilement manipulable. Bon, je ne sais pas si j'ai plus ou moins répondu à la préoccupation. Ouais, ça va pour la première question. Vous savez pourquoi j'insiste sur la question là? Parce que avec les devoirs scientifiques là, quand il y a un problème, si tu n'arrives pas à soulever, tu es toujours collé au fait. Ils vont, voilà, tu vas pas t'en sortir dans leurs mains. Donc, ça va. Il reste la deuxième question. La deuxième question, c'était quoi encore, si vous pouvez me rappeler? C'était le logarithme du PIB-1 et du PIB-2 là. Ah bon, oui, c'est juste sa signification quoi. Non, c'est juste les valeurs, ce sont les valeurs retardées en fait. Lorsque, par exemple, le coefficient de PIB est retardé d'ordre 1 est significatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une augmentation du PIB, en fait, ça veut dire que une variation du PIB cette année entraînerait aussi une variation l'année dessus. Ça veut dire par exemple que ici on a par exemple un coefficient de 1,33. Ça signifie que si le PIB augmente d'une unité cette année, l'année prochaine il augmenterait de 1,33 unités. C'est ce que ça veut dire. Alors qu'au bout de 2 ans, si on regarde la valeur étalée d'ordre 2, l'effet n'est plus significatif. Donc s'il y a une bonne croissance cette année, il est probable que l'année prochaine, s'il y a peut-être un événement qui fait que cette année il y a peut-être une croissance ou bien une décroissance, peut-être la crise, peut-être le Covid, vient par exemple faire en sorte que cette année, le taux de croissance diminue. Il est probable que l'année prochaine également il y ait une diminution et que ça se stabilise peut-être au bout de la deuxième année. C'est un peu ce que ça veut dire. Oui, Hippolyte. Oui, je vous écoute. Oui, je voudrais rapidement rebondir sur ce que tu viens de dire là. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'intégration du logarithme permettait en fait une interprétation. Au lieu de parler en termes de chiffres, simplement dire que ça augmenterait ou baisserait de tels chiffres, on parlera en termes de pourcentage, si j'ai bien compris. Oui. Voilà. Maintenant, dans l'interprétation que tu viens de faire avec le logarithme retardé 1 et 2, tu dis en fait simplement que ça augmenterait de, par exemple, 1,33 dans le cas du logarithme. Non, c'est pourcent, c'est 1,33. Si le PIB augmente de 1%, cette année, l'année d'après, il augmenterait de 1,33. 1,33%. Parce que ici, bon, comprenez un peu, en fait, ça ressemble un peu à un modèle log-log parce que
En explicatif, on a le logarithme du PIB. En dépendant, on a le logarithme du PIB. Et en explicatif, on a le logarithme regardé d'ordre 1 et 2. Donc, les modèles log-log, ce sont des modèles qui s'interprètent en termes d'élasticité. Donc, ça veut dire que si la variable explicative augmente d'1%, si la variable explicative augmente d'1%, la variable explicative augmentera du coefficient en pourcentage. Si le PIB augmente cette année de 1%, l'année prochaine, il augmenterait. Bon, c'est chose égale par ailleurs de 1,31%. D'accord. En fait, maintenant, j'ai parfois eu un souci avec ce type d'interprétation-là. Il arrive qu'on lise, par exemple, sur la variable retardée d'ordre 2, on a moins 0,31. Oui. Dans l'exemple qu'on vient de faire, j'aurais dit, par exemple, qu'il y aurait comment on dit ça, une diminution de, moi, j'aurais dit 31% à ce niveau-là. Oui. Ce qui me dérange parfois, c'est que nous ayons une variable entière qui vient avant la virgule. Et parfois, je ne sais plus comment est-ce qu'on raisonne ici en termes d'élasticité, parce que j'aurais été tenté de dire, dans le premier cas, par exemple, si je dis 1,33%, ça me fait un peu bizarre, quoi. Je sais pas. 1,33%. C'est correct, hein? Oui, si elle augmente cette année de 1%. 1%, oui. Non, pas d'unité de 1%, parce que c'est un allure de part et d'autre. Oui, si elle augmente de 1%, oui. L'année d'après, elle augmenterait de 1,33%. Ça veut dire qu'elle augmenterait un peu plus qu'elle n'a augmenté cette année. D'accord. Oui. Ou alors, si ça diminue, peut-être l'année d'après diminuerait un peu plus qu'elle n'en a diminué l'année où il y a eu diminution. Peut-être avant de se stabiliser l'année d'après. Merci bien pour ta question. Ça m'a permis aussi de voir un peu. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, vous voyez que les R carrés sont assez élevés ici, dans l'ordre de 99%. Qui est plutôt bon pour un modèle économétrique. Mais bon, on va regarder déjà les tests de cointégration pour voir s'il y a une relation de long terme. Et cointégration au borne, puisque bien évidemment, on est dans le cadre du modèle ARTL. Donc, pour regarder les tests de cointégration au borne, donc il faut aller dans View, Coefficient Diagnostics. Dans le cas du modèle ARTL, c'est dans Coefficient Diagnostics. On va dans le diagnostic des coefficients. Et puis, on peut regarder error correction. Oui, error correction. Non, cointegration graph, ça permettra de voir le graphe. Mais il y a le test de cointégration, long run form and bound test. Donc, le test de cointégration. Donc, on clique sur long run form and bound test. Et là, c'est pour faire quoi? Les tests de cointégration au bord. Au bord, hein? Le texte de au bord. D'accord. Au bord, parce que les variables peuvent être intégrées d'ordre différent, 0 et 1. C'est vrai que dans ce cas, on a des variables qui sont toutes intégrées d'ordre 1, mais les modèles ARTL restent applicables. Pareil pour les tests de cointégration au bord. Les résultats des tests de cointégration au borne sont à la fin, dans la fin ici. Donc là, on a vous voyez bien, F-bound test, donc null hypothesis. L'hypothèse 1, c'est no level relationship, donc pas de cointégration. Donc, relationship, relation de long terme, quoi. Donc l'hypothèse 1, c'est la non-cointégration. Donc ici, on a une p-value de la valeur de la statistique qui est de 3,19. Donc cette valeur de la statistique là est elle est inférieure elle est supérieure pour le comment dire, bon, si on regarde
les bornes de cointégration, puisque lorsqu'on fait la cointégration aux bornes, il y a aux bornes d'intégration d'ordre 0 et puis aux bornes d'intégration d'ordre 1. Donc, on voit bien que la valeur de la statistique ici, donc voilà les valeurs critiques qui sont là, que ce soit aux bornes 0 ou aux bornes 1, donc aux bornes de la stationnarité et aux bornes de l'intégration d'ordre 1. Donc, la valeur de la statistique, ce qui est donc à 10%, donc on a que cette valeur-ci elle est supérieure à la borne d'intégration d'ordre 0, alors que si on regarde à ce niveau, elle est inférieure. Donc, pour que le test de cointégration aux bornes puisse être concluant, donc on aurait pu avoir, comment dirais-je, on aurait pu avoir cette valeur-ci qui est supérieure à toutes les valeurs qui sont ici. Toutes les valeurs critiques, au moins à partir de 5% en montant, puisque en réalité, le seuil de significativité qu'on considère, c'est celui de 5%. Quel est le test qu'on a choisi après coefficient diagnostic? Pardon? Qu'est-ce qu'on a choisi après coefficient diagnostic? On est venu dans View, coefficient diagnostics et puis long run form. Ok, d'accord, je suis avec vous. Voilà. Donc là, on clique sur OK. Donc déjà, ici en haut, c'est la relation de long terme. Si jamais il en existait une relation de long terme, elle serait cette forme. On voit ici que aucune des variables n'est significative. D'après l'approche de Toda Yamamoto, en réalité, il n'y a pas aucune variable n'influence significativement sur le PIB, que ce soit les investissements du secteur privé ou alors les investissements publics en termes dans le long terme. Donc ici, lorsqu'on regarde également le test de cointégration aux bornes à 5%, pour qu'on puisse accepter l'hypothèse de cointégration, il aurait fallu qu'on rejette l'hypothèse nulle, que ce soit aux bornes 0 ou aux bornes 1. Or, lorsqu'on regarde tout ça de 5%, on voit que la statistique du test est supérieure ici à la valeur du test est de 3,19. Ici, elle est supérieure à la valeur critique. Donc, ça veut dire quoi? Lorsqu'elle est supérieure à la valeur critique, on rejette l'hypothèse nulle. Donc ça c'est aux bornes 0, mais par contre aux bornes 1, elle est plutôt inférieure à la valeur critique. Donc on accepte l'hypothèse nulle de non-cointégration. Donc en réalité, lorsqu'on considère aux bornes 0, c'est pas supérieur? 3,19 est inférieur à 3,85. Donc borne 1, on accepte l'hypothèse nulle. Donc ici, il n'y a pas de p-value comme dans le cadre des autres tests. Donc ici, on va juste comparer la valeur de la statistique aux valeurs critiques qui sont là. Donc les valeurs critiques à 10%, à 5%. Si on se situe à 5%, on verra que aux bornes 0, donc on peut rejeter l'hypothèse nulle. Mais par contre, aux bornes 1, on peut qu'accepter l'hypothèse nulle de non-cointégration. Donc, en réalité, il n'y a pas de relation de long terme. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de simplement rester dans notre modèle ARDL. Donc, bon, si par contre, on avait une relation de long terme, donc après avoir fait le test de cointégration, on serait également venu ici dans le coefficient diagnostic et puis estimer un modèle à correction d'erreur, error correction form. Voilà. Donc là, on aurait notre modèle à correction d'erreur et là, on voit que en réalité, même le terme à correction d'erreur n'est pas négatif comme on le souhaitait. Donc, ça laisse présager. Ça fait que confirmer le test de cointégration de tout à l'heure qui nous a
permis de rejeter l'hypothèse de non-cointégration au bord, au centre de Toyota Yamamoto. Donc voici le terme en correction d'erreur qui est en bas, donc il n'est pas négatif, bien qu'il soit significatif. Donc, ça veut dire que ce qu'on peut faire, c'est de se limiter à notre modèle ARDL qu'on a là, tirer nos conclusions. Donc certes, ici on dirait par exemple que la seule variable qui semble être significative, c'est les dépenses publiques, les investissements publics, mais bon, pas au seuil de 5%, mais plutôt au seuil de 10%, puisqu'on a une plus-value là de 0,08, donc qui est supérieur à 5%. Donc peut-être le problème pourrait être lié au choix des variables. De la même façon, on peut regarder les tests sur les résidus, notamment la normalité, donc en venant ici dans le view, residual diagnostics, et puis donc normality test. Donc ici on voit que les erreurs ne suivent pas une loi normale parce que la plus-value de notre test est inférieure à 5%. Donc dans les tests de normalité, l'hypothèse nulle c'est la normalité. Donc étant donné que la plus-value est supérieure à 5%, on rejette l'hypothèse nulle de normalité. Vous voyez que les erreurs même ne suivent pas une loi normale. Donc on ne pourrait même pas valider ce modèle parce que cette hypothèse fondamentale n'est pas vérifiée. Ça veut dire qu'en réalité, les coefficients qu'on a estimés ici, si on les interprète, en réalité on les interprétera à tort parce que certaines hypothèses a posteriori du modèle qui sont importantes ne sont pas validées. On peut également regarder pour des résidus, diagnostic des résidus, tests d'hétéroscédasticité. Donc, parmi les tests d'hétéroscédasticité, il y a celui de Birch-Pagan, AB, etc. Donc, on peut regarder le test de Birch-Pagan, Birch-Godfrey. Ok, donc on voit un blanc que également, dans les tests d'hétéroscédasticité, l'hypothèse nulle, c'est la constante de la variance. Donc on voit là qu'on a une plus-value inférieure à 5%. Donc on rejette l'hypothèse nulle de constante de la variance. Donc l'hypothèse d'homoscédasticité, donc c'est un problème. Ça veut dire qu'en réalité, même notre modèle ARDL tel qu'on l'a estimé ici n'est pas un bon modèle, quoi, parce que si déjà le modèle n'est pas homocédastique, on peut peut-être aussi regarder l'autocorrélation. Aucune des hypothèses a posteriori, donc serial LM test, donc l'autocorrélation. Bon, peut-être la seule hypothèse qui semble être validée ici, c'est la non-autocorrélation. Ici, on accepte l'hypothèse nulle de non-autocorrélation des erreurs. La plus-value ici est supérieure à 5%. C'est quand même limite. Bon, par contre, les hypothèses de normalité et d'homocédasticité ne sont pas des. Donc, ça peut être peut-être un problème de spécification, peut-être en spécifiant avec le PIB directement, par exemple. Pourquoi pas, sans appliquer le logarithme, peut-être ça pourrait produire des résultats différents. Et ici, on voit que la même dépense publique a un effet négatif sur le PIB. Donc, on peut regarder avec la spécification, avec le logarithme, les tests de normalité pour voir. Ici, par exemple, la normalité est vérifiée. Donc, la transformation de logarithme nous a permis d'avoir un modèle pas bon. Donc, ici, la normalité, la plus-value est supérieure à 5%. Si on accepte l'hypothèse nulle de normalité, vous y regardez le test d'hétéroscédasticité. Ici également, bon, on a une plus-value qui est supérieure à 5%, mais c'est quand même limite. Donc, on accepte l'hypothèse d'homocédasticité. On peut également regarder le test de corrélation, Serial Correlation Test. Okay. Bon, ici également, il n'y a pas de problème d'autocorrélation. Donc, ça veut dire qu'en réalité, la spécification avec le log n'était pas bonne, mais oui, donc, il aurait été plus intéressant d'estimer le modèle sans transformer pour pouvoir obtenir les hypothèses à posteriori.
Mais par contre, il y a des situations où, en appliquant les barèmes à un niveau comme ça, ces hypothèses a posteriori ne sont pas vérifiées. Et ce n'est par exemple qu'en transformant en logarithme qu'on parvient à voir les normalités. Bon, donc ça dépend. En fonction des cas de figure, on peut être amené à appliquer le logarithme. Mais sauf que lorsqu'on estime un niveau, dans ce cas-ci, l'interprétation devient plutôt compliquée. Donc, l'interprétation, on peut toujours interpréter, surtout en termes de signes, est-ce que ça a un effet positif ou négatif. Bon, on peut aussi vérifier le test de co-intégration au bornes pour voir dans ce cas, view, question diagnostics, long run form en test. Donc, on voit que dans ce cas-ci, donc à long terme, donc, ici par contre, la valeur critique est supérieure à toutes les valeurs. Donc ici, on accepte, on rejette l'hypothèse de non co-intégration. Donc ici, il y a co-intégration lorsqu'on estime avec notre valeur pi par niveau, donc sans transformer. Donc la pi va lui être suffisamment grande pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle de non co-intégration. Et donc, c'est plutôt intéressant d'estimer ici sans faire de transformation. Donc, vous voyez que dans la relation de long terme est là. Dans cette relation de long terme, on voit que les dépenses publiques ont un effet significatif et positif sur la croissance, alors que non pas les dépenses publiques, les investissements publics, alors que les investissements du secteur privé ont un effet non significatif à long terme sur la croissance. Mais quand on a un type de valeur comme celle que nous avons sur le tableau, avec des exposants aussi importants, ça pose pas de problème. C'est justement ce que je disais, parce que bon, en fait, l'interprétation devient difficile lorsqu'on ne transforme pas, par exemple, en logarithme. Dans le que nos variables explicatives sont déjà en pourcentage, il aurait été intéressant d'avoir une variable explicative logarithme. Mais toutefois, on a tous vérifié les hypothèses a posteriori, on voit que bon, il y a des problèmes de normalité, il y a des problèmes de et même d'autocorrélation lorsqu'on transforme en logarithme. Qu'est-ce qu'on fait? L'idéal, c'est de pouvoir vérifier ces hypothèses-là, parce que si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, le modèle n'est pas valable. Ce sont des hypothèses qu'on se fait lorsqu'on veut estimer ces modèles-là. Donc, du moment où, après avoir estimé ces hypothèses, que ce soit la normalité, que ce soit... c'est vrai que la normalité, souvent, certaines écoles négligent la normalité, mais les hypothèses comme le mot sédacité et l'autocorrélation, elles doivent être vérifiées. On puisse vraiment valider un modèle. En fait, s'il faut être rigoureux, il faut valider ces hypothèses-là, parce qu'elles sont très importantes et interviennent dans la significativité des coefficients, des tests de significativité. Ça veut dire que si on ne valide pas cette hypothèse-là, cette significativité apparente qu'on a là, en réalité, n'est pas valable, parce qu'elle est basée sur ces hypothèses-là. Donc, on peut se tromper en pensant que des investissements publics ont un effet significatif positif à long terme sur la croissance. C'est la raison pour laquelle ces hypothèses-là doivent être vérifiées. Donc, dans le cas du modèle à niveau, on peut peut-être aller dans le coefficient diagnostic et puis estimer la forme en correction d'erreur. Vous voyez qu'avec la variable à niveau, le modèle à correction d'erreur, c'est vrai que le thème à correction d'erreur n'est pas négatif ici, mais bon, on observe quand même que les variables d'investissement public et secteur privé ont un effet significatif et positif à court terme sur la croissance. Bon, en même temps aussi, pour les soucis d'interprétation, on peut aussi essayer la variable dépendante de taux de croissance, par défaut de prendre directement le PIB. On peut essayer le taux de croissance, GDP growth, pour voir. Bon, c'est aussi ça la modélisation, il faut essayer. Voilà, donc, on estime d'abord notre modèle ARTL, on peut regarder les tests pour l'intégration.
voilà que, voilà, ici la valeur critique est plus grande que toutes les valeurs, la valeur de la statistique du test qui est là est plus grande que toutes les valeurs critiques. Donc ici, on rejette l'hypothèse nulle du non-co-intégration, donc les variables sont co-intégrées au sens de Yamamoto. Si c'est la co-intégration bonne, dans le cas des modèles A et DL, donc lorsqu'on prend le PIB, le taux de croissance, on voit bien que lorsqu'on prend le taux de croissance, l'information, les investissements du secteur privé ont un effet significatif et positif sur la croissance, alors que les investissements n'ont pas d'effet. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est de pouvoir vérifier les hypothèses. Donc, si on regarde le modèle, la forme à correction d'erreur, on peut le faire, mais vous voyez qu'ici, par contre, le modèle le plus intéressant serait de prendre le PIB parce que le terme à correction d'erreur est bien négatif. Donc, c'est ce qu'on aimerait avoir, un terme à correction d'erreur qui est négatif. Donc, pour pouvoir prendre en considération l'ajustement lorsqu'il y a un choc, que ce soit un modèle à correction d'erreur. Donc, le coefficient, le terme à correction d'erreur négatif signifie qu'en termes de choc, il y aura un mécanisme à correction d'erreur qui va se faire au bout d'un certain temps. Donc, on peut maintenant voir les hypothèses a posteriori sur les résidus. Est-ce qu'il y a normalité? Donc, résidual diagnostic, normalité. Bon, là, la plus-value est supérieure à 5%, c'est bon, donc il y a normalité. Donc, on peut également regarder l'hétérosédacité. Effectivement, ici, la plus-value est supérieure à 5%, donc il y a homocédacité, c'est bon. Alors, la dernière hypothèse, c'est l'autocorrélation, la serial correlation. Ici également, il y a non-autocorrélation, puisque ici, on rejette, on accepte l'hypothèse nulle de non-autocorrélation, puisque la plus-value est supérieure à 5%. Donc, le meilleur modèle serait vraiment celui avec le taux de croissance, puisque non seulement il permettrait d'avoir les meilleures interprétations, en plus d'avoir les bonnes interprétations, il permettrait, en fait, il nous permet de valider les hypothèses a posteriori sur les résidus, notamment la normalité, l'homocédacité et puis la non-autocorrélation des erreurs. Et par la suite, il y a une relation de co-intégration et le terme à correction d'erreur est bien négatif. Donc, le meilleur modèle serait vraiment d'estimer un modèle avec le taux de croissance au lieu du PIB. Donc, puisque lorsqu'on prend le PIB en niveau, certes, les hypothèses a posteriori sont vérifiées, mais on a un problème de positivité du terme à correction d'erreur qui devrait être négatif. Et on a aussi un souci au niveau de l'interprétation. Alors par contre, avec le taux de croissance, on peut avoir une bonne interprétation, on a des hypothèses a posteriori qui sont validées sur la normalité, l'homocédacité et puis la non-autocorrélation des erreurs. Donc la modélisation, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il faut essayer des choses pour pouvoir obtenir le résultat qu'on souhaite avoir. Et puis, bien interpréter après. Donc, est-ce qu'il y a des préoccupations? Oui, au niveau du modèle ARDLA, au niveau des variables 1, 4, 4. Donc, on va savoir si c'est que le 1, 4, 4 correspond au nombre de variables explicatives ou bien pas bien saisir. Donc, dans le modèle ARDL 1, 4, 4, 6, ça signifie que en fait, les chiffres qui sont entre parenthèses désignent le nombre de retards optimal pour chaque variable. Donc, la première variable, c'est le taux de croissance, GDP growth. Donc, le nombre de retards optimal, c'est 1. La deuxième variable, c'est la formation capital du secteur privé. Donc, le nombre de retards, c'est 4. C'est pour ça que vous allez voir cette variable avec 4 retards là. C'est pareil pour la variable l'autre, vous allez voir 4 retards.
Bon, mais le plus intéressant, c'est surtout étant donné qu'on a testé la co-intégration bonne et qu'on a rejeté l'hypothèse de non-co-intégration. Par conséquent, les variables ont été créées. Le plus important, c'est vraiment de regarder au niveau du coefficient diagnostic de la forme de long terme, qui est intéressante parce que le terme en correction d'erreur est négatif. Je pense que c'est bien compris, mais il faut que nous fassions le même exercice nous-mêmes, parce que tel que je vois, c'est bien compris. Maintenant, c'est à nous de faire le même exercice si réellement on va trouver le même résultat. Comme on s'est déjà corrigé avec... avant, on avait utilisé le log, ça n'a pas marché. Et puis maintenant, on est revenu juste avec le taux de croissance, parce qu'avant, on avait utilisé le PIB, le log de PIB, mais cette fois-ci, on a utilisé le taux de croissance du PIB. Et on a vu que sans logarithme népérien, on a pu trouver le bon modèle, c'est-à-dire on a pu avoir le bon résultat que d'utiliser le logarithme népérien. Bon, donc, dans certains cas, quand c'est difficile, de l'autre côté, on est obligé de passer par le logarithme. Oui. Dans la modélisation, c'est en général un travail qui n'est pas facile. Bon, il faut essayer des choses, il faut essayer beaucoup de choses pour pouvoir avoir le résultat qu'on souhaite avoir. Avec toutes les hypothèses théoriques qu'il faut tenir en compte. Et voilà. Donc, c'est pas un long fleuve tranquille. Bon, c'est pour ça que c'est un travail qui décourage souvent beaucoup de personnes parce que bon, quelqu'un va faire sa modélisation, bon, il se rend compte que bon, tout est bon, mais à la fin, peut-être il y a des problèmes de normalité, après, bon, il ne sait plus trop comment faire, donc il faut vraiment tout essayer. Ouais. Mais quelle est la théorie qui s'associe avec le modèle ARDL? Quelles sont les théories qui s'associent à ça? Non, les théories qui s'associent à ça. En fait, le modèle ARDL, il y a toute une théorie qui se cache. En fait, même les modèles ARDL ont une théorie qui utilise ce qu'on a présenté, que ce soit des co-intégrations aux bornes. Donc, c'est une méthode qui a été développée par Toda et Yamamoto. Que ce soit, en fait, bon, Toda et Yamamoto a vraiment travaillé sur les modèles ARDL en allant développer non seulement les tests de co-intégration aux bornes, donc ils essaient d'utiliser une autre approche que celle qui avait été utilisée par Johansen, tester la co-intégration lorsque on est dans le cas absolu où toutes les variables sont intégrées d'ordre 1. Donc, et en trouvant également des méthodes d'estimation de l'équation de long terme et de la forme en correction d'erreur qui est semblable à celle qu'on a dans le cas des modèles de progrès autorégressif. Bon, je ne sais pas si j'ai bien suivi la question, mais bon, les ARDL, ont toute une théorie, même si elle est inspirée des modèles VAR dès le départ, qui met en relation une variable et ses valeurs retardées, tout pas des modèles vectoriels autour. La seule chose que je vais retenir ici, vous dites que le modèle ARDL met en relation la variable dépendante avec les retards, le nombre de retards des variables explicatives. Oui, et d'elle-même, parce que dans les variables explicatives, il y a encore les valeurs retardées de la variable explicative. Ah oui, de la variable dépendante. Ouais. La variable dépendante, autant pour moi, je ne sais pas pourquoi je... Ouais. Bon, cette confusion-là dans le langage. Donc la particularité, c'est que dans le modèle ARDL, parmi les variables... donc la différence avec les modèles VAR classiques, c'est que parmi les variables explicatives, il y a également les valeurs retardées de la variable explicative.
bon, en niveau aussi. Donc, dans les modèles ARDL, l'ordre d'intégration peut être différent. Alors que dans les modèles VAR, toutes les variables ont les mêmes ordres d'intégration. Oui, par exemple, ici, on a un 4-4. Dans le premier cas, lorsqu'on faisait avec je crois, le PIB, on avait un truc, il y avait un 0. C'était 1-2. Oui, donc, comme le nom l'indique, ce sont des modèles autorégressifs à retard échelonné. Donc, le nombre de retards peut varier en fonction de la variable. Mais les variables n'ont pas forcément le même ordre d'intégration. Et c'est une méthode qui permet de prendre en compte la différence qu'il y a entre les ordres d'intégration des variables. Donc, c'est un peu ça la particularité. Donc, elle peut s'appliquer, les modèles ARDL peuvent s'appliquer à tous les modèles. Si vous voulez par exemple estimer la production de riz en fonction des variables météorologiques comme la pluviométrie, la température et autres. Il peut arriver que c'est pas figé au domaine économique. Ça peut s'appliquer à tout domaine confondu. Pourvu qu'on ait une variable, on a des variables qui sont intégrées, soit toutes intégrées d'ordre 1 ou alors intégrées d'ordre 0 et 1. Là, on peut utiliser le modèle ARDL. Donc, comme on l'a déjà vu, le choix de la méthode dépend de l'ordre d'intégration des variables. Donc, si on a toutes les variables stationnaires, on peut estimer notre modèle VAR tranquillement. Si elles sont toutes intégrées d'ordre 1, on peut estimer notre modèle à correction d'erreur si les variables sont co-intégrées. Ou alors on va à un niveau si les variables sont non co-intégrées. Bon, si elles sont intégrées d'ordre 0 et 1, on peut maintenant faire un ARDL. Donc, on peut juste ajouter que le modèle ARDL peut aussi être appliqué lorsque toutes les variables sont intégrées d'ordre 1, comme dans le cas des modèles vectoriels à correction d'erreur. Donc, je pense que c'est suffisamment clair.